catcheur, c'est très compliqué de vivre que du catch. Ils pensent toujours qu'on essaie de leur faire croire que c'est vrai, alors que c'est plus du tout le cas. Je pense pas faire du catch toute ma vie à perte, tu vois ce que je veux dire? Le minimum de mes ambitions, c'est de réussir à vivre du catch, tirer au moins un SMIC, mais tirer un SMIC, ça va être très très compliqué. Salut, ça fait quelques mois maintenant que je vois défiler des vidéos de catch français sur les réseaux sociaux. Et vous savez, la première fois que je suis tombé sur ça, je me suis demandé, ça existe encore, le catch? Bien sûr que ça existe, le catch. Et c'est drôle, mais j'ai bien aimé, parce que moi qui, comme 100% des jeunes adolescents, a eu ma période de catch, ça m'a fait plaisir de le voir, et surtout de le voir en français. Et je voulais pas passer à côté de ça. Alors, j'ai pris les devants et j'ai contacté César, le général manager de la structure de catch française KO Wrestling, et je lui ai demandé de me laisser m'immiscer dans les coulisses du catch français. Trop bien, j'ai les accès, mais je peux pas faire une vidéo sur le catch sans catcheur. Alors, j'ai dû partir à la rencontre de certains d'entre eux. Mais pour que la vidéo soit parfaite, il me manquait un élément clé, le fan, celui avec qui je pourrais passer toute la soirée, celui qui pourra m'initier à l'ambiance du catch français. Et pour ça, vous allez faire la rencontre de JD. Vous savez quoi? Je vous en dis pas plus, j'espère que ce premier documentaire reportage va vous plaire. Merci à Katz de sponsoriser ce format, je vous en parle un tout petit peu plus tard. Bonne vidéo. Je crois que j'ai jamais été dans cet endroit de l'Île-de-France en 25 ans. C'est de la dinguerie. Quand je me lance dans le projet de faire quelque chose sur le catch français, j'avoue que j'y vais un peu à l'aveugle et avec beaucoup de questions en tête. Déjà, qui va voir ça? Est-ce que c'est sérieux comme truc ou est-ce qu'on est sur de la caricature? Comment est-ce que moi, qui n'ai plus aucun attrait pour cette discipline depuis des années, vais être accueilli par les gens de là-bas? Et surtout, et je sais que c'est pas bien, j'y vais avec beaucoup de préjugés en tête. Mais avant de répondre à toutes ces questions, je pense que c'est bien qu'on se remette tous dans le bain et qu'on voit ensemble c'est quoi le catch. Parce qu'avant de remplir des stades de 80 000 personnes, le catch, c'était ça, de la lutte dans les foires. Voilà, c'était pas le programme du siècle, hein, c'était long, c'était chiant et surtout il y avait beaucoup de blessés. Alors, une idée est venue, si on scénarisait les combats pour les rendre plus divertissants et surtout plus courts. À partir de là, tout a changé. Les premiers personnages commençaient à se créer, les gens s'attachaient de plus en plus à la discipline et le plus important, ça devenait un vrai programme familial. Et quand je dis scénariser, désolé pour les plus jeunes, mais on va briser le mythe tout de suite. Oui, tout est prévu à l'avance. Avant même de rentrer sur le ring, les deux adversaires savent déjà qui va gagner et qui va perdre. Bon, et on fait un petit saut dans le temps, mais au fil des années, le catch est développé un peu partout dans le monde. Hein. Chez nous, en France, c'est arrivé milieu des années 50 avec les premières diffusions télé, mais aussi grâce à des catcheurs français qui sont connus mondialement. Hein. L'Ange Blanc ou André the Giant, que vous connaissez peut-être pour ce logo. Voilà, c'est lui, juste là, sur le logo Obey. Oui, mais si vous êtes de ma génération, peut-être que vous avez découvert le catch comme moi, avec Catch Attack, les cartes Slam Attacks et les vidéos YouTube Rey Mysterio sans masque. Je sais, tout le monde l'a tapé, vous l'avez tapé aussi. Forcément, avec le développement de la discipline, beaucoup de structures professionnelles ont vu le jour. La plus connue, ça reste quand même la WWE aux États-Unis, mais vous en avez aussi au Mexique, au Japon. Et à côté de tout ça, il y a plein de petites structures indépendantes qui essayent de faire leur nid dans le milieu du catch, comme KO Wrestling en France. D'ailleurs, si j'ai choisi de contacter KO, c'était pour une raison bien particulière. Il manquait quand même un truc, tu vois. Ici, j'ai vite compris l'ambition de vouloir casser les codes du catch traditionnel. Pendant longtemps, le catch a été assimilé à un truc de rocker, de punk, de métalleux, mais si je me souviens bien, à l'époque, dans le peu de catcheurs qui s'éloignaient de ce truc-là, il y avait R-Truth et John Cena. C'était peut-être pour ça d'ailleurs que j'étais fan de John Cena. Mais chez KO, il n'était pas question de faire la même chose. Ici, l'ambition, c'est de mélanger le catch traditionnel au milieu urbain et à ses codes. D'ailleurs, la première fois que j'entends parler de KO, c'était pour leur événement en plein air en plein milieu de la cité 212, au Blanc-Ménil. En voyant ça, ça m'a fait kiffer. Ça m'a fait kiffer, mais j'ai surtout remarqué un truc, le catch, ça n'a pas de barrière sociale. Bon, je vais vous parler un peu de moi, mais la première moitié de ma vie, je l'ai vécu à Rosny-sous-Bois, dans le 93, et l'autre moitié dans une ville bien plus huppée que Rosny-sous-Bois, dans le 95. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que malgré la différence de milieux sociaux, s'il y a bien un sport qui a fédéré toute la cour de récré presque autant que le foot, c'était le catch. On va en reparler dans la vidéo, mais moi, comme beaucoup de personnes, je me suis très vite éloigné du catch en grandissant. Donc si une structure comme KO Wrestling peut me permettre de me réconcilier avec ça, je signe. Voilà. D'ailleurs, c'est même pour ça en fait que je fais la vidéo. Mais maintenant que vous en savez un tout petit peu plus sur le sujet et avant de vous emmener voir les combats, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Ça dit quoi, brother? Ça dit quoi, brother? Ça va? Ça va et toi? En forme? Lui, c'est Nate. La première fois que je le rencontre, c'est dans les backstage de l'événement. Et au début, on s'était même pas reconnus.
Lucas, Moi, j'ai compris direct. c'est vrai? Ouais, non, c'est pas vrai. Nate, ça fait 4 ans qu'il fait du catch et avec ses 2 coéquipiers, ils forment l'équipe Idolâtrie. Ils vivent ensemble, ils s'entraînent ensemble et surtout, ils bossent ensemble. On a du merch en tant que catcheur, mais là c'est autre chose. Là c'est une marque de vêtements que j'ai avec eux. Le soir du combat, il affrontait Cory, son ancienne coéquipière de longue date devenue rivale. Et je peux vous le dire, c'était très chaud. Là, on est 3 jours après le combat et avec Nate, on s'est dit que ce serait sympa de se revoir pour qu'il m'en apprenne un peu plus sur la discipline. Là j'ai des séances avec ce nouveau programme là qui sont de 40-45 minutes à peu près. Là c'est une séance haut du dos, arrière d'épaule. Mon programme là que j'ai actuellement, c'est en 8 séances. En fait, c'est un cycle complet. Et j'ai pas vraiment de nombre de séances par semaine, mais en gros, tu fais 3 séances, un jour off, 3 séances, un jour off. Cette semaine, j'ai une grosse semaine. J'ai besoin de m'en remettre. Là, c'est que la première de la semaine, alors qu'on est mercredi. Donc, je vais devoir rattraper. Je pense que je vais pas prendre de récup. Je vais pas pouvoir, sinon je vais rater des séances. Un truc qui est bête là, mais tu vois, j'ai mal aux épaules. Après, ce qui s'est passé dimanche, j'ai fait un gros enchaînement. Le dos, les épaules, tout ça, c'est les trucs qui vont prendre en premier parce que quand tu vas chuter, ça va être sur le dos, notamment le haut du dos. Et souvent, s'il se peut que la chute elle soit amenée avec un petit peu de force, tu vas plus pivoter d'un côté, donc ton épaule elle va prendre aussi. C'est bête, mais un muscle, plus tu vas le renforcer déjà, au plus il va être résistant. Pour l'instant, moi, ça m'est jamais arrivé de me blesser sérieusement sur un ring. J'ai eu déjà des petites blessures, mais depuis que je catch, j'ai pas eu de grosses blessures. Parce que le but, c'est de les éviter. Et après, tu as la préparation d'avant-match qui va jouer énormément. Il y a la partie congestion et tout pour être stylé quand tu rentres, mais tu as aussi la partie juste t'échauffer, que ton corps il soit prêt à encaisser direct, quoi. Pendant la séance de musculation, j'ai bien compris que la récupération dans le catch était quelque chose d'indispensable. Les combats ont beau être scénarisés, les impacts, eux, ils sont réels. Mais s'il y a bien un truc à pas négliger aussi, c'est toute la partie préparation physique. Et ça vaut aussi bien pour les catcheurs que pour les chats. Vous l'avez pas vu venir, c'est l'heure de l'OP. Aujourd'hui, c'est Kat qui sponsorise la vidéo et lui là, qui est déjà dans le colis, il pourrait manger tout et n'importe quoi. Mais ça, pour moi, c'est mort. Alors quand Kat m'a proposé de faire ma première OP sur YouTube avec eux, ça nous a fait plaisir. Ça fait plaisir ? Ouais, et en plus on a un super code promo pour vous à la fin. Alors Kat, c'est quoi ? C'est des produits de haute qualité, 100% adaptés pour votre chat. Que ce soit un Tu pars pendant l'OP ? Que ce soit un gourmand, comme lui, un chaton, un senior, un chat en pleine croissance, peu importe. Ils ont tous les menus personnalisés pour votre petit chat. En allant sur le site de Kat, vous pourrez rentrer toutes les informations sur votre chat. Prénom, âge, poids. Toi, j'ai mis que t'étais en surpoids. T'as beaucoup mangé ces derniers temps. Mais aussi sa race, ses intolérances alimentaires. Et pas de problème, Kat se chargera de vous faire un menu 100% adapté à votre petit chat. Là, en l'occurrence, Grisot, il a eu des croquettes au poulet, des effilochés au poulet, des effilochés au saumon, du filet de thon, du filet de crevettes. T'es vraiment bien, toi, hein. Et ce qui est vraiment pratique, c'est qu'il t'indique tout au préalable. Les doses quotidiennes, les besoins énergétiques du chat, les fréquences d'effilochés. T'as même pas besoin de te prendre la tête, tout est écrit. Au moment où je tourne la vidéo, j'ai pas encore commencé à lui donner les produits. Le petit extrait 4 jours après pour voir s'il aime bien. 4 jours après, est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin ? Non, on n'a pas besoin, c'est validé. Bref, si jamais vous voulez découvrir Kat, je vous mets tous les liens en description. Et avec mon code promo, vous avez 80% sur le kit d'essai. Voilà, le code c'est GRIZO, G-R-I-Z-O. Voilà, comme lui là. Merci encore à Kat de sponsoriser ce format. Et nous on retourne à la vidéo de catch. Je suis de retour. Je vous parlais de préparation physique tout à l'heure et c'est vrai que c'est super important. Mais dans le catch, il suffit pas d'être bien à l'intérieur. La partie esthétique, c'est presque aussi important. Et justement, sur ça, je me questionnais. À quoi ça sert d'être musclé dans le catch ? Parce que je pense que l'image de base qu'on se fait du catcheur ou de la catcheuse, c'est des personnes tout sveltes, tout musclées, tout huileux. Mais j'ai quand même le souvenir de 2-3 têtes qui étaient à l'exact opposé des standards de beauté du catch. Enfin, ce qu'on essaye de nous faire croire. Je sais pas, je pense au Big Show ou à Marc-Henry. Et pour autant, ils n'étaient pas plus nuls que les autres. Alors c'est quoi le but ? C'est quoi l'intérêt dans le catch d'être musclé ? Déjà, tu as la partie esthétique, c'est les standards de beauté. Surtout dans le catch, bon maintenant, même si ça a un peu vocation à changer, tu as des physiques de plus en plus divers, on va dire. Tu vois l'image du catcheur bodybuildé, stock de ouf. Tu connais, tu es censé mettre en scène quelque chose de sérieux, quelque chose où tu vas te battre. Avoir un beau physique, une belle présentation physique, c'est toujours plus vendeur. Que ce soit sur une affiche, que ce soit même dans un match. On va te voir avec un beau physique, direct, tu auras plus tendance à avoir des fans et à plaire parce que tu vas rentrer dans les codes de la beauté, de l'esthétique générale, tu vois. Attends, est-ce que je suis sur des affiches, moi, je vais regarder. C'est ce que j'étais en train de chercher justement. Ah, moi, on me voit pas. Un peu plus loin, je suis sur certaines affiches d'évolution, je crois. Non, je crois que je t'ai pas vu. Hein. Et peut-être je suis éclaté, finalement. Je crois que je t'ai pas trouvé. Essaye de regarder plus devant. Essaye de regarder droit. Après la séance de muscu, Nate m'a emmené à l'APC, l'association des professionnels du catch. C'est une des plus vieilles écoles de catch en France et c'est là-bas qu'ils s'entraînent. Historiquement, c'est une des plus vieilles structures en France.
qui a plus de 20 ans maintenant. Aujourd'hui, pour lui, normalement, c'était repos, mais il a quand même tenu à me montrer à quoi ressemble un entraînement de catch français. Là aujourd'hui c'est l'entraînement des débutants. Là Zach qui leur a appris des trucs sur le matelas tout à l'heure, il va leur apprendre les mêmes trucs dans le ring. Donc au début on va travailler en sécurité en se faisant le moins mal possible sur le matelas. Vu que c'est des débutants en plus il faut les protéger parce que on sait jamais s'ils n'ont pas toutes leurs chutes, s'ils sont pas prêts à appréhender complètement le ring. Le mieux c'est de les faire bosser là. Une fois que Zach a attesté que tout le monde pouvait travailler en sécurité dans le ring, on le fait passer sur le ring. Ah ouais, donc faut d'abord passer par l'étape. L'étape matelas. Ça. L'étape matelas pendant, pour beaucoup, quelques mois, pour certains même plusieurs années, histoire de tout acquérir. Là, eux, ils sont en train d'apprendre. Juma, qui est maintenant catcheur confirmé depuis un petit moment. Il vient à l'entraînement pour s'entraîner, mais des fois, il vient à l'entraînement pour faire ça, pour monter un truc spécifique que lui, il utilisera. Vous allez faire quoi? Tu montes un spot? Non, on essaie de faire des petites. Là, il va perfectionner un move qu'il fait pour le rendre le plus safe possible, tout en étant l'air le plus réaliste possible. Et ça, évidemment, c'est des trucs que tu n'apprends pas à l'entraînement. Tu n'auras jamais un mec qui va t'apprendre à faire ce truc-là spécifique. C'est des trucs que tu dois faire toi-même avec tous les codes que tu as appris. Là, par exemple, c'est un dropkick. Tout le monde sait faire un dropkick debout basique, mais là, le dropkick particulier qu'elle veut faire, c'est sur un mec à genoux ou assis, a priori. Et du coup, elle veut le faire dans une position spéciale, dans un timing spécial, que tu n'apprendras jamais en dehors de ces moments-là où tu prends un moment à toi et tu t'entraînes pour le faire. Oh, parfait. Oh, fais ça tout le temps. Oh, c'était bien. Ah, mais c'était trop bien fait. Ça, c'est un vieux ring de boxe qui a été retapé avec un ressort au milieu. Ouais. Parce que les rings de catch, à la fabrication, ça coûte quand même cher et on revient au problème du budget dans le catch. Bon, là, on s'échauffe histoire d'eux. Parce que si je prends des chutes là-dessus, ça réveille. Tu t'es fait mal à la tête là, ça? Ah ouais? Putain, mais à chaque fois, je me fais niquer à chaque fois. Et ça tape fort là. Oui, ça fait mal. Ah mais ouais. Il y a du bois. Ça fait mal. Mais attends, mais l'arrière de ta tête, elle touche pas? Non, des fois, t'as le visuel, mais en fait, t'as juste un contre-coup. Ah, ça réveille, hein. Il est dur, le réveil. Bah ouais, on dirait qu'il va se casser à chaque... Non, mais t'es cool le spot. Maintenant, je pense que vous l'avez compris ou pas, mais ma seule et unique référence dans le catch, c'est la WWE. Donc des shows très à l'américaine avec des écrans géants, de la pyrotechnie, du son à fond. Donc quand on me parle de catch français pour la première fois, je m'attends à rien. Allez, à une petite salle des fêtes, à la limite, un petit truc communal, mais pas plus. Mais c'est là que je me suis trompé. Parce que quand je suis rentré pour la première fois dans la salle, je me suis rendu compte que... Lucas, t'aurais peut-être mieux fait de te taire. La salle est pas ultra grande, mais assez grande pour passer une bonne soirée. Et ça, c'est le principal. Alors oui, on n'est pas dans une arène de 30 000 places, mais tout est à taille humaine. Et tant mieux, les écrans sont pas géants, mais il y a quand même des écrans. Les jeux de lumière sont là, le matériel est brandé, il y a une régie, un setup Twitch pour une diffusion en direct, et il y a même eu de la pyrotechnie pendant le show. Ok, c'est beaucoup plus pro que ce que je pensais, je me tais. Mais du coup, ça m'embête de m'être fait cette image de kermesse, de show de foire, avant même d'y avoir mis un pied. Surtout que j'avais aucune raison. Il y a cet aspect où le catch francophone n'est pas encore assez connu dans la tête des gens. Mais alors si moi, qui avait plus aucun attrait pour le catch et qu'on n'avait pas regardé depuis des années, avait cette image-là du catch français, qu'est-ce qu'il en est du grand public? Et tu vois, je pense que la plupart des gens, ils voient le catch comme quelque chose de très caricatural. Ouais. Alors, dans la tête des gens, c'est très comique le catch, c'est un fond comique. Dans la tête des gens, t'as un sous-texte de tu fais du catch, c'est un peu un clown, tu vois, tu imagines des mecs en slip. Donc c'est malheureusement une discipline que la plupart des gens ne saisissent pas la subtilité. Et même des gens qui ont regardé Catch Attack et qui ont connu le catch en même temps que moi, ils le voient toujours en mode petit sourire en coin, tu vois. Même des potes à moi à qui je disais que je kiffais le catch après, derrière au lycée ou à la fac, et qui avaient connu ça, ils le voient toujours un peu en singe. Et ça m'énerve, parce que ce que dit Nate là, c'est exactement le genre de personne que j'étais il y a 2-3 semaines. Et pourtant, c'est un peu paradoxal. Parce que rappelez-vous, il y a quelques mois, quand la WWE sont venus en France, j'ai rarement vu ça pour un événement chez nous. Et du coup, faudra m'expliquer comment c'est possible qu'on soit capable de remplir 2 arènes, 2 salles de 30 000 personnes coup sur coup, qu'on soit considéré comme un des meilleurs publics du monde, mais qu'à côté, on soit aussi peu renseigné sur le catch français. C'est la WWE, c'est du catch en France, mais c'est pas du catch francophone, tu vois. C'est pas du catch français et tout. Au niveau des gens qui se déplacent sur les shows de la WWE et sur des shows de catch francophone, ça n'a rien à voir. Nous, on est peut-être à 300, 400 quand ça se passe... Quand ça se passe bien, entre guillemets, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant qu'il y a du catch à côté de chez eux, en fait. Donc, ouais, mettre plus de visibilité par rapport à ça, pour
que le catch soit accessible un peu à tout le monde. Et ça, c'est relou, parce que ce manque de visibilité, il se répercute forcément sur les athlètes. Et un sujet revient très souvent. Le catch, ça paye pas. L'argent, c'est un sujet qu'on a pas mal abordé pendant tous ces jours de tournage, parce que mine de rien, c'est un vrai problème. En France, ça paye pas. Je crois qu'il n'y a pas de catcheurs français non signés qui vivent du catch. Et justement, j'ai pu discuter avec certains d'entre eux, et il y en a un qui m'a quand même attiré plus que les autres. Obèse qui baise les mecs, précommandez tous. C'est ton mère? Ouais, c'est ça. Il est en vente? Ouais. Lui, c'est Bifty. Il a 20 ans et il arrive tout droit de Belgique. Non, moi je suis de Liège en Belgique. Bifty, j'ai pu discuter avec lui un petit moment, juste avant d'aller le voir combattre. Je trouve que le catch c'est pas vraiment comme un autre sport comme le foot, tu vois, où le foot tu peux, même en D4, t'es là, tu t'amuses et tout. Le catch c'est un peu trop risqué, tu vois, quand tu prends de l'âge et tout, tu peux trop vite te blesser. Mais justement, pendant cette discussion, il m'a dit un truc qui m'a fait tilter. Je pense pas faire du catch toute ma vie à perte, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, faire du catch en France, c'est presque un investissement à perte. Les catcheurs sont payés au cachet de gala en gala, et la plupart du temps, c'est même pas suffisant pour couvrir les frais investis. Le minimum de mes ambitions, c'est de réussir à vivre du catch, tirer au moins un SMIC, mais tirer un SMIC, ça va être très très compliqué. Ok, mais alors, c'est quoi la solution? Combattre encore plus? Pas sûr. Parce que Nate, quand je le rencontre la première fois, il arrivait tout juste de Bordeaux où il avait catché la veille dans une autre structure indépendante. Pas trop fatigué, du coup, toi, t'es revenu de Bordeaux, là? Ah bah oui, ils ont mis un peu dans la voiture, mais c'est pas duré son Et son cas, c'est pas un cas isolé. La plupart des gens que j'ai rencontrés sur place arrivaient tout juste des quatre coins de la France, voire même du monde. I'm Kane Noonan, I'm 23 years old, I've lived up in Ireland and I've been arrested for 4 years. Et ce schéma, pour les plus chanceux, ils le répètent toutes les semaines. Et parfois, voire même souvent, à leurs frais. Et bon, moi, je vais catcher, on va dire 8 fois. On va dire samedi, dimanche. Et encore, ça, c'est vraiment les gros mois. Après, il se peut qu'il y ait des petits trucs au milieu. T'as des événements spéciaux, des fois. Mais si t'es payé au cachet, et je peux pas trop divulguer les salaires, les cachets des catcheurs, mais dis-toi que même si t'es payé sur 8 shows, tu vas pas en vivre, quoi. Tu vas pas... Puis c'est tellement incertain. Ok, c'est toujours pas la bonne méthode. Du coup, j'ai demandé à César quand même ce qu'il en pensait, mais la réponse, c'est encore la même. Il y en a qui catchent souvent, mais après, même au niveau des payes, ça dépend du catcheur, tu vois. En tout cas, si tu commences, c'est sûr que c'est mort. Et même en étant établi un minimum, c'est très 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 compliqué. En tant que catcheur, c'est très compliqué de vivre que du catch. Ok. Ouais. Vivre uniquement du catch, ça suffit pas. Donc certains essayent autre chose. Nate, par exemple, il bosse comme serveur à côté, et je vous l'ai dit en début de vidéo, mais il a aussi sa marque de vêtements avec ses coéquipiers. Lui, pour le coup, c'est vraiment une marque, mais pour d'autres, un moyen de gonfler les caisses, ça va passer par la vente de merchandising sur les événements, comme Bifty. Juste acheter du merch, si vous allez voir des choses, ça soutient les catcheurs. Même une photo à 2 balles, vous êtes content, vous avez une photo signée, le catcheur à 2 €, il voit que ça soutient et tout, voilà, c'est tout. Mais le vrai Graal, pour les combattants, ça reste quand même le contrat. Aujourd'hui, en avoir un, c'est compliqué, mais c'est pas impossible. Quand tu regardes la WWE, ils sont plusieurs centaines de catcheurs. Ouais. Il faut des millions d'euros pour réussir à payer tout le monde correctement. Mais c'est colossal. L'argent qu'il faut gagner pour rémunérer tes catcheurs. Pour l'instant, il n'y a que les grosses structures professionnelles qui peuvent se permettre d'assumer financièrement plusieurs athlètes, et pour les atteindre, il faut se rendre visible. Ça passe par la communication sur les réseaux, la présence aux événements, la régularité, mais c'est important de noter qu'il y a aussi un vrai travail assuré en amont par les structures indépendantes comme KO pour aider les athlètes à atteindre leur objectif. Un athlète peut être repéré, par exemple, aujourd'hui, à l'événement d'aujourd'hui, par la WWE et potentiellement avoir... Ouais, potentiellement, oui, c'est possible. Pas forcément que à KO, tu vois. Ouais. Mais oui, il y a des recruteurs, ou tu vois ce que je veux dire, qui peuvent tomber dessus et faire passer le message, etc. Le fait justement qu'on mette les vidéos sur YouTube, qu'on soit beaucoup présent sur les réseaux, au niveau de la visibilité, les catcheurs, ils mangent bien, tu vois, à ce niveau-là. L'exemple le plus récent pour illustrer tout ça, c'est Aigle Blanc, ou plutôt Elio Lefleur. Il y a quelques mois, il s'entraînait encore à l'APC avec Nate et il combattait au milieu de la cité 212 au Blanc-Ménil. Et le 24 octobre 2025, la WWE a officialisé son arrivée au sein de la structure. Et Nate, il le connaît très bien. Et voilà, on a vu émerger des grosses stars depuis ici, notamment Aigle Blanc là, qui est signé à la WWE, qui était notamment un des coachs APC que j'ai eu aussi en coach, que j'ai eu l'honneur de voir et qui m'apprenne des trucs sur ce ring. Aujourd'hui, Nate, il s'approche de plus en plus de son objectif d'un jour pouvoir signer dans une structure professionnelle, mais pour ça, il y a encore quelques sacrifices à faire. Donc là, tu pourrais pas arrêter toi ton taf aujourd'hui pour te consacrer à 100% au catch dans ta situation actuelle? Bah, figure-toi que c'est ce que je vais faire. Mais c'est pas parce que le catch va me payer, c'est parce que il faut prendre des risques et que pour avoir une bonne croissance, c'est quand même très dur de joindre un 35 heures, enfin un boulot classique,
avec tout ça. C'est un risque à prendre et je pense que c'est le moment de ma carrière où il faut step up et que je pense que là je suis à un taux de saturation où physiquement c'est très éprouvant et que tant que je ferai pas en sorte de me dégager plus d'espace mental dans ma vie et d'espace sur mon emploi du temps, je pourrais pas vraiment accorder de temps à cette évolution, tu vois. Donc je pourrais pas dans la théorie arrêter pour me consacrer au catch. Maintenant c'est ce que je vais faire, mais en espérant que sur le court moyen terme où je vais le faire, ça va m'apporter vraiment une plus-value. Voilà. Bon, je pense que c'est l'heure de passer aux choses sérieuses. Là, il est 15h, 15h30 à l'événement, il y avait des gens qui attendaient dehors, mais en backstage, ça commençait déjà à s'activer. J'avoue que là, je me suis fait tout petit. Je vous rappelle que depuis tout à l'heure, on parle, mais à ce moment-là, moi, je découvre vraiment l'univers du catch français, donc je me mets quand même dans un coin, même si je pense que je me fonds plutôt bien dans la masse, étant donné qu'on m'a presque reconnu avec un catcheur. Ah non, c'est pas avec Ah non, c'est pas avec moi. Ah non, pas du tout. Mais il y a un moment où j'ai peut-être été un tout petit peu trop à l'aise. Springboard inutile. Oh, 1, 2, simplement 2. Je te chope. Je monte. Ça tue le kayfabe, ça. Ouais. Tu tues le kayfabe, là. Là, j'ai su que j'avais fait une grosse bêtise. Il faut que je vous explique. Avec Owen qui était derrière la caméra, on s'est dit qu'on allait tout filmer. Le public, les combats, mais aussi les backstage. Et il y avait un truc que j'avais pas pris en compte, c'était le kayfabe, alias la règle d'or du catch. Pour vous faire simple, le kayfabe, c'est le fait de garder la magie du catch, de ne pas montrer ce qui se passe derrière le rideau. Voilà, j'ai tué le kayfabe, exactement. Mais récemment, la WWE a totalement transgressé cette règle. From my aspect, in my end of the business, I don't like it. Yeah. Everybody understands what wrestling is. I don't want to go to see a magician and know how he's doing everything. Pendant 1 an, ils ont laissé les caméras de Netflix s'immiscer en coulisses dans les moments les plus intimes de la structure, notamment pendant les réunions de préparation des combats. Alors comment ça se passe là-bas? Là, c'est Triple H, le general manager de la WWE. C'est un peu le César de là-bas. Et tout ça, je les connais pas, mais j'imagine qu'ils doivent être très importants. Autour de cette table, ils réfléchissent et organisent les combats à venir. C'est ce qu'on appelle les storylines. Voilà, qui va gagner, qui va perdre, qui va se créer une rivalité avec qui. Tout est réfléchi ici et de manière très formelle. Et chez KO, c'est à peu près la même chose, mais à taille réduite. Nous, on n'est pas autant. Okay. Du coup, à prendre les décisions, je trouve que c'est quelque chose de bénéfique en vrai. On est peut-être 2, 3, on va dire, à donner nos idées pour toutes les storylines, etc. Après, il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup d'histoires à raconter qui sont aussi basées sur des faits réels. Comme je disais, c'est scénarisé, mais c'est une série basée sur des faits réels aussi, tu vois. Après, ouais, il y a les aléas de la vie, des blessures, les gens qui signent, etc., etc. Donc, tout est maniable encore, mais les gros fils rouges, ouais, on a au moins 2-3 saisons. Ouais. Voilà, donc vous avez compris, tout ce qui se passe en coulisses reste en coulisses. Donc quand j'ai vu leur tête me regarder comme ça, je savais que j'avais perdu beaucoup d'images. Donc ça, par exemple, vous le verrez pas, ça, vous le verrez pas, ça non plus, et ça non plus. Dommage. Ça y est, c'est bientôt l'heure, les gens rentrent petit à petit dans la salle, en backstage, tout le monde rentre dans le mode combat, les gradins commencent à se remplir, et il était temps pour moi d'enfin rejoindre JD, qui arrivait tout juste de Belgique. Ça dit quoi? Oh, ça dit quoi? Je t'avais pas vu. JD, je l'ai découvert sur les réseaux grâce à ses vidéos sur le catch et aux événements. Et quand on parlait tout à l'heure de visibilité, un gars comme lui, c'est pile ce dont les structures indépendantes ont besoin aujourd'hui. J'avoue que ça m'a fait plaisir de ouf de le voir. Mais en fait, on a à peine eu le temps de discuter que la soirée a déjà commencé. Pendant les combats, j'ai ressenti un vrai truc de cohésion de groupe, un vrai truc d'osmose, et justement, je pense que c'est ça qui m'a fait le plus kiffer. Et je me suis rendu compte que ce qui se passe dans le ring, c'est que 50% du show. Le reste, c'est fait par le public, ou en tout cas avec le public. C'est très important les chants dans un show de catch. C'est pour ça que la WWE nous aime beaucoup, nous les Français, parce que nous, on rajoute de l'énergie, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ce que j'ai vu. C'est que pour eux, on est vraiment le meilleur public all time. Et même si vu de l'extérieur, t'as l'impression que ça dépasse les limites parfois des deux côtés, j'ai bien compris que dans un show de catch, tout est permis, sauf d'être susceptible. Ça, t'as pas le droit. De toute façon, t'as pas le choix. Laisse-moi tranquille, ça réfléchit, je suis pas là.
Tu te fais hagar par un là. C'est pas vrai tout ça. Puis par curiosité, j'ai quand même voulu voir à quoi ça ressemblait un combat de catch sans public. Et bon, c'est nul, c'est pas ouf. Bon, c'était pendant le Covid, mais bon, c'est pas ouf. Pendant que je regardais les combats, je me suis focalisé quand même sur une personne qui est là depuis le début, qu'on voit mais qu'on remarque pas, et qui, pourtant, est tout aussi important que les catcheurs et les catcheuses, c'est l'arbitre. Et en parlant d'arbitrage, parfois, il se peut qu'il arrive des erreurs dans le scénario. Ça, c'est ce qu'on appelle un botch. Et c'est pile ce qui s'est passé pendant le combat de Chuma. À ce moment-là, l'arbitre aurait dû taper 3 fois au lieu de 2, et c'est l'incompréhension totale dans la salle. Un botch, mais il crie pas. C'est ce que je veux dire, il y a une erreur, Mais il crie pas, c'est resté dans le silence. dans le silence, en mode bibliothèque, frère. Ouais, voilà. Mais c'est mieux quand il y a du bruit. C'est pour ça que le public fait tout. Dans un show de catch, le public fait tout. Malgré tout, Chuma a quand même gagné. Moi, j'avais choisi mon camp. J'étais pour lui à partir du moment où on a discuté. Même si le combat a duré un peu plus longtemps, on va pas se plaindre. Ça va? Non, niquez la fin, frère. Non. Vous avez improvisé un finish qui était mieux que celui sur lequel vous Très bien géré la fin, très très bien. Je vois pas comment vous auriez pu faire mieux que ça. Qu'est-ce que vous vouliez faire de mieux que ça? Avec les circonstances. Pas botché. Hein? Pas botché. C'était un peu cafouillage, gros. Mais après, comme moi, on m'a dit c'était bien rattrapé de ouf. Hein. Mais là, ça se voit que c'était brouillon, les placements étaient dégueulasses, tu vois. Ouais, parce que Avant, lui, mais en fait, d'accord, mais en fait, vous êtes là, en plus, il y a d'autres gens qui sont sur le ring. Encore, il serait passé ça, mais que avec la personne à qui vous faites le pin. Ça va, vous reprenez. Mais là, vous deviez gérer en plus d'autres gens qui étaient sur le ring. Qui pouvaient pas. Oui, c'est ça. Il y avait trop de trucs. Et l'autre, je fais une line à l'improviste. Si vous aviez fait moins bon que ça, on n'aurait même pas pu vous en vouloir, tu vois. Ça y est, c'est le moment pour Nate d'enfin rentrer dans le ring et d'aller affronter Cory. C'est le combat qu'il attendait le plus depuis le début de sa carrière. Il s'est préparé pour ça. Moi, j'avais juste envie d'aller m'asseoir et de profiter de ce combat parce qu'on me l'a vendu comme le meilleur combat de la soirée. De la soirée, ça c'est le match de la soirée, les gars. C'est le match pour lequel je suis venu de Belgique jusqu'ici. C'est compliqué de faire comprendre aux gens pourquoi nous on aime le catch et que c'est autre chose que juste des mecs qui se battent pour de faux. C'est ça que les gens ils ont en tête. Comment ils l'ont pris tes parents quand tu leur as dit que tu voulais être catcheur? Ma mère elle a toujours été très à me soutenir, tu vois, donc elle a énormément douté, tu vois, parce que de nulle part tu sors ça, tu vois, tu dis ça à tes parents, je veux être catcheur. Je veux pas être ingénieur, je veux être catcheur. Je pense que c'est un truc qui est mal compris. En fait, le catch, c'est très mal compris. Parce que je pense que ça souffre de... Historiquement, t'as ce truc-là où pendant très longtemps, ça a voulu être protégé et présenté comme quelque chose de vrai, le catch. Et du coup, ça a desservi par la suite parce que une fois que les gens ils ont su que c'était scénarisé, ils ont vite pris ça à la rigolade en mode ils essaient de nous faire croire que c'est pour de faux. Alors qu'en vrai, le propos du catch, c'est plus... c'est un divertissement comme du cinéma, comme une pièce de théâtre. Et si on le présente comme tel, les gens ils ont beaucoup moins de mal à le regarder. Ils pensent toujours qu'on essaie de leur faire croire que c'est vrai, alors que c'est plus du tout le cas. Tu vois. En ayant fait cette vidéo, je me suis rendu compte de 2 choses. La première, c'est que le catch, on m'a peut-être un peu menti. C'est pas aussi fake qu'on essayait de me le faire croire là depuis des années. La deuxième, c'est qu'il faudrait que je sois un peu plus ouvert d'esprit. C'est pas normal que je puisse me permettre de juger des disciplines sans même avoir été les voir de mes propres yeux. Et surtout que j'ai kiffé. Et en plus, ça m'a donné envie de faire un 2e épisode dans un sport insolite. Mais je pense que personne s'y attend à ce sport. Donc j'espère qu'un jour, ça verra le jour. Quoi qu'il arrive, j'espère que ce premier documentaire reportage vous aura plu. C'est mon premier, moi, c'est mon petit bébé maintenant. Voilà, c'est le premier, j'espère, d'une longue lignée. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont permis de rendre ce projet possible, toutes les personnes qui ont pris du temps pour apparaître dans le projet, qui se sont investies dans le projet avec moi, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Merci aussi à Kat de me suivre sur ce projet. Franchement, c'est trop bien. Premier OP avec Kat pour mon chat. Tout le monde va se régaler, c'est trop cool. Donc merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller donner de la force à toutes les personnes que vous avez pu voir dans cette vidéo. Je mets plein de liens dans la description. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Gros bisous et vive le catch français.